Bonjour à toutes, bonjour à tous. La dernière fois que nous avons abordé le programme de 6e, nous nous sommes intéressés à la manière dont Athènes était constituée de différents groupes de population et à l'organisation de la démocratie athénienne. Aujourd'hui, on va vraiment essayer d'expliquer la manière dont cette première grande démocratie à l'échelle mondiale fonctionne. Et vous allez voir que ce fonctionnement démocratique est très différent du fonctionnement démocratique actuel de notre démocratie représentative, même s'il en reprend toute l'organisation de base. Il est d'abord, rappelez-vous, quelque chose qui est inégal en fonction du statut social, puisque seuls les citoyens hommes ont le droit de participer à la démocratie athénienne. Pas les métèques, pas les esclaves et pas les femmes et enfants de citoyens. Donc il y a une population d'une trentaine de milliers de personnes seulement qui, dans la ville d'Athènes, a le droit de participer à ce fonctionnement démocratique. Mais vous allez voir que on a autant du tirage au sort que de l'élection. Donc il y a de grandes différences avec les démocraties électives d'aujourd'hui et on va les étudier ensemble. Donc la fois dernière, nous avions donc étudié la population à Athènes. Eh bien aujourd'hui, notre but est de comprendre le fonctionnement de la démocratie athénienne. Pour ça, on va voir les lieux et l'organisation de cette démocratie. On va s'intéresser à un petit cours et à une fiche que vous retrouverez évidemment également dans le Google Drive qui est forcément en lien en bas dans la description de la vidéo. Alors, déjà, première chose, on est à une période bien précise. On va étudier la démocratie à l'époque d'un certain Périclès qui a pour fonction d'être stratège à Athènes. On va voir exactement ce que c'est qu'être un stratège, mais regardons déjà qui est notre fameux Périclès. Alors voilà une petite biographie de Périclès que je vous mets sur l'image. D'ailleurs, on va se mettre le petit pointeau fixe de telle sorte que l'on puisse aussi souligner les choses. Voilà. Donc regardons bien déjà qui est notre fameux Périclès. Je peux vous l'agrandir encore un peu. Voilà. Alors regardez bien, nous avons ici une petite biographie de Périclès. Vous allez pouvoir me dire exactement quelle est sa fonction, quand est-ce qu'il prend ses fonctions, à quel siècle et qu'est-ce qu'il essaye de faire. Vous avez vu, alors, sa fonction, elle s'appelle d'être stratège, stratégos. Donc on verra ensemble exactement ce que c'est qu'un stratège à l'époque péricléenne. Voilà. Quand est-ce que ça se passe? Vous l'avez vu là aussi au 5e siècle, évidemment avant Jésus-Christ. Alors notre fameux Périclès par contre, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Accroître la puissance et le prestige d'Athènes. Pour ça d'ailleurs, il va également embellir l'acropole. Rappelez-vous cet ensemble de temples qui est situé sur une colline en pleine ville, une colline avec des pentes très abruptes, sur lequel on retrouve ces temples dédiés à Athéna, notamment où on met en place la fête des Panathénées, avec comme temple l'Érectéion, là, avec la statue d'Athéna, et puis aussi le fameux Parthénon, où vous retrouverez la frise tout autour des Panathénées. Donc notre fameux Périclès, il est élu 15 fois de suite stratège. Eh bien, regardons exactement ce que c'est qu'un stratège et comment s'organise maintenant la démocratie athénienne. Donc on est bien au 5e siècle en Jésus-Christ, on est bien autour d'une période qui est principalement autour de ce personnage historique et politique d'Athènes, Périclès. Donc, comment s'organise la démocratie à l'époque de Périclès à Athènes? Alors voilà un petit schéma du fonctionnement démocratique d'Athènes. Alors sur ce petit schéma, on va pouvoir se poser 4 questions qui sont en bas du schéma. Qui vote l'Assemblée des citoyens? Question 1. Que font ce qu'on appelle la boulée, l'ailier, les stratèges? Comment ces personnes sont-elles choisies? Et Athènes est-elle une démocratie complète? Justifiez la réponse. Donc regardez bien le schéma, regardez bien nos 4 questions. Est-ce que je peux vous le mettre en plus grand? Non, parce qu'il n'y a plus les questions. Donc je vous le laisse comme ça. Et voilà. C'est bon? Alors corrigeons. Première chose, que vote l'Assemblée des citoyens? Alors déjà, comment s'appelle cette Assemblée des citoyens? Vous l'avez vu, elle s'appelle l'Ecclésia. Donc l'Ecclésia, c'est bien l'Assemblée des citoyens athéniens. Cette Assemblée des citoyens, elle a un quadruple rôle. Donc elle a 4 rôles. Elle va voter la guerre et la paix, très important, parce que rappelez-vous, il y a plein de cités grecques, et ces cités grecques, vous allez d'ailleurs le voir dans la deuxième partie de notre cours, se font des guerres quasiment constantes. Elle va voter un principe qu'on va appeler l'ostracisme, qu'on va voir juste après.
Elle va contrôler les magistrats. Les magistrats, c'est les personnes qui vont être chargées de l'organisation de la cité. Ils auront donc une magistrature, un rôle à l'échelle de la cité. Rappelez-vous, dans les cités grecques, l'organisation est toujours à l'échelle des cités. Cité par cité, vous pouvez avoir des tyrannies, vous pouvez avoir des oligarchies, vous pouvez avoir des démocraties. Je vous réfère au cours précédent qu'on a fait. Donc là, en l'occurrence, à Athènes, c'est une démocratie. Il y a des magistrats qui sont chargés de gérer la cité. Et ils votent les lois. Donc 4 rôles, ils votent les lois, le fameux ostracisme qu'on va étudier, la guerre et la paix, et ils vont contrôler les magistrats. Donc c'est l'Assemblée des citoyens qui est chargée d'avoir le rôle le plus important, à la fois de voter et de choisir. Alors, vous allez avoir d'autres organisations, la boulée, l'ailier et les stratèges. C'était la question 2. Alors la boulée est composée de 500 personnes, les bouleutes. Eux, ils sont chargés de préparer les lois. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens elle-même qui prépare les lois? Parce qu'ils sont 30 000. 30 à 40 000. Donc à partir de là, on ne peut pas se mettre à 40 000 autour d'un endroit et se dire on va tous parler. On va charger des gens à Athènes pour dégrossir le travail avant que l'Ecclésia vote les lois. Ces gens, c'est les bouleutes de la boulée. Pour être sûr que les citoyens soient bien représentés et qu'il n'y ait pas de favoritisme, les bouleutes, comment sont-ils choisis? Regardez bien notre schéma. Vous avez vu, ils sont tirés au sort. Donc ils ne sont pas élus, les bouleutes. On les tire au sort. Donc par un tirage au sort, les bouleutes sont chargés en étant choisis justement, pas élus, d'être les préparateurs des lois. Deuxième assemblée, elle aussi avec un rôle particulier, l'ailier. Elle est composée de juges, comme vous l'avez vu. Eux, leur rôle, c'est rendre la justice. Et là aussi, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, pour que n'importe qui, le citoyen le plus pauvre jusqu'au plus riche, puisse être choisi, celui qui est le plus timide comme celui qui est le plus à l'aise, on les tire au sort. Donc 2 assemblées tirées au sort, l'ailier chargé de rendre la justice, les bouleutes chargées de préparer les lois pour le compte de l'assemblée principale, l'Ecclésia. Qui compose l'Ecclésia? Vous avez vu, les citoyens. Donc les citoyens composent l'Ecclésia. Troisième chose, maintenant qu'on a vu comment ils étaient choisis, on a une troisième catégorie de personnes, les stratèges. Eux, c'est un peu l'équivalent de nos présidents. Regardez, ils commandent l'armée et ils dirigent le gouvernement. Donc c'est ça qui fait notre fameux Périclès. Il est stratège, il commande l'armée, il dirige le gouvernement. Et nos stratèges, eux, suivant les périodes, vont être élus ou tirés au sort. Parce qu'on considère que c'est quelque chose de tellement important qu'on va avoir un choix, un vrai choix, une élection. Mais il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que c'est une démocratie complète? C'est la question 4. Ça veut dire, est-ce que c'est parfait? Est-ce que tout le monde peut participer à cette démocratie athénienne? Non, vous l'avez vu. Ne participent pas les femmes, les métèques et les esclaves. Vous trouverez des chiffres différents en fonction des livres que vous allez voir et des périodes à Athènes sur le nombre d'esclaves, le nombre de métèques, le nombre de femmes. Rappelez-vous, les métèques, c'est les étrangers vivant à Athènes, notamment les marchands. Donc, vous trouverez des nombres différents. Ça ne change rien à l'histoire. Seuls les citoyens hommes participent à l'organisation démocratique de la ville. Donc ce n'est pas du tout une démocratie complète, ce n'est pas une démocratie parfaite. Mais c'est mieux que les autres systèmes qui existent dans le reste du monde grec à l'époque. Donc voilà comment s'organise notre fameuse démocratie athénienne. Donc à retenir l'existence de plusieurs organes du pouvoir. Premier organe, l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens, composée donc des citoyens hommes. L'ailier, composé de juges. La boulée, composée de personnes chargées de préparer les lois. Aujourd'hui, c'est le rôle que possèdent les sénateurs et les députés, sauf qu'on ne soumet pas toutes les lois aux citoyens. Les assemblées ont des droits de vote. Là, ce n'est pas le cas. Ils ne sont là que pour préparer les choses. Et enfin, les stratèges, qui sont chargés de diriger le gouvernement de la cité et de commander l'armée. Donc 4 groupes de personnes à retenir. Stratège, ailier, boulée, ecclésia, qu'on va forcément marquer sur une fiche. Ok, donc voilà comment s'organise cette démocratie. Vous voyez, c'est une démocratie qui est déjà représentative. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Assemblée des citoyens, par exemple, qui dirige tout de suite le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas les citoyens dès qu'il y a vraiment une question à se poser?
parce que on ne peut pas, à 40 000, prendre facilement une discussion, une décision. Imaginez, c'est la guerre, vous êtes dans une bataille, il ne peut pas y avoir 40 000 personnes qui sont là en train de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il faut bien qu'on choisisse des gens qui sont considérés comme compétents pour le faire. Ces gens-là vont être les stratèges. De la même manière, vous ne pouvez pas être à 40 000 citoyens et avoir la possibilité de vous intéresser à un cas particulier de procès. C'est pour ça que l'on choisit des juges. Alors, il y en a quand même 6 000 là-dedans pour gérer toutes les affaires athéniennes. Et les bouleutes ne sont que 500 pour pouvoir discuter en amont avant les réunions de l'Ecclésia. Alors vous voyez, ils ne viennent pas tous, vous allez quand même le voir, mais à 40 000 citoyens possibles pendant les réunions, ça va être très compliqué de gérer les temps de parole. Donc on va trouver des moyens pour éviter que les choses dérapent, des moyens de régler le temps de parole de chacun, des moyens de permettre à chacun d'intervenir, mais aussi des moyens de permettre à chacun de se faire des opinions à partir notamment de l'opinion des personnes les plus influentes. Le système n'est pas parfait, il est juste meilleur que les systèmes précédents qui ne donnaient pas du tout le pouvoir à une aussi grande partie de la population. Même si les non-citoyens sont mis de côté, alors là, vous avez déjà un système où, au lieu d'avoir une dizaine de personnes, voire même une seule personne, quand c'est une tyrannie, une dictature, donc qui a le pouvoir, vous en avez 40 000 à Athènes. C'est pas fantastique, c'est moins pire. Donc à partir de là, maintenant, regardons exactement ce fonctionnement de la démocratie athénienne, comment est-ce qu'on peut l'indiquer sur une fiche. Donc on va remplir ensemble, et je vous l'ai d'ailleurs mis aussi en version remplie sur les documents que je vous ai mis en Google Drive. On va voir la démocratie athénienne à l'époque de Périclès. C'est donc le grand B de notre étude. Alors pour ça, Thucydide, historien grec qui écrit l'histoire de la guerre du Péloponnèse, va nous expliquer les choses en 4 petites lignes. Il nous dit, Thucydide, ce qui est marqué ici, comme les décisions dépendent non pas du plus grand nombre mais de la majorité, c'est une démocratie. Donc il faut la majorité pour avoir une décision qui est prise quand l'Ecclésia se réunit. La moitié des voix plus une. La loi fait à tous la part égale et ce n'est pas la richesse mais le mérite qui fait accéder aux honneurs. On vous choisit, donc ce ne sont pas les riches qui ont les honneurs, mais ceux qui sont choisis ou ceux qui sont tirés au sort. Les hommes politiques évitent de faire quoi que ce soit d'illégal car nous surveillons les magistrats qui se succèdent et les lois. Il y a une surveillance notamment sur les stratèges qui est faite par les membres de l'Ecclésia. Son rôle, c'est aussi de contrôler ceux qui créent justement les grandes nouveautés, par exemple Périclès qui va refaire l'Acropole, et puis c'est eux qui choisissent les lois. Donc l'Ecclésia a un grand rôle. Donc comme on l'a vu, l'Assemblée des citoyens, c'est l'Ecclésia. On peut l'indiquer, l'Assemblée des citoyens, l'Ecclésia. Alors justement, s'il est tiré au sort, quelles sont les assemblées auxquelles un citoyen peut participer? Essayons de nous remettre les idées en place avec ce citoyen qui va nous le raconter. Donc c'est un texte qui a été inventé pour un petit peu nous redire les idées qu'un citoyen athénien pourrait avoir sur sa manière de vivre la démocratie athénienne. Alors que nous dit-il? Je suis l'un des 40 000 citoyens d'Athènes, je participe 4 fois par mois à l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens, qui se réunit sur la colline de la Pnyx, une des collines d'Athènes. Donc première assemblée, vous vous en doutez, l'Ecclésia. En tant que citoyen, je peux être tiré au sort et devenir l'un des 500 bouleutes de la Boulée. Je peux aussi être tiré au sort pour faire partie du tribunal de l'Héliée. Si l'Ecclésia m'élit, je peux devenir l'un des 10 stratèges, c'est-à-dire l'un des magistrats qui administrent la cité. Donc maintenant, complétons le schéma à l'aide de tout ce que nous avons dit. Démocratie athénienne. À la tête de la démocratie, vous avez des personnes chargées d'administrer la cité. Ils sont 10, comme on l'a vu, ce sont les stratèges. Peut-être marquer la première lettre quand même si elle est marquée déjà à côté. Voilà. Ensuite, chargé de préparer les lois, les bouleutes de la Boulée. Je ne peux pas mettre les accents facilement quand j'écris en majuscule. Pardon, la Boulée est ici, voilà.
Puis nous avons le tribunal de l'Héliée et l'Assemblée principale, décidément, voilà, l'Assemblée principale qui est chargée de voter les lois et la guerre, l'Ecclésia. Voilà. La Boulée prépare les lois. L'Héliée, comme on l'a vu, rend la justice. Il s'agit donc d'un tribunal. Et les stratèges administrent la cité. Donc ils gouvernent la cité, ou administrent la cité. Et deuxième chose que font les stratèges, ils gèrent les armées, contrôlent les armées, notamment en cas de guerre. Ils dirigent les armées. Voilà leur rôle. Alors tout ceci se passe dans des endroits particuliers d'Athènes. Donc il y a bien 4 assemblées ou groupes de personnes qui gèrent la démocratie athénienne. L'Ecclésia est à la base de tout, elle est composée des citoyens, n'y participent pas les non-citoyens. L'Héliée, la Boulée et les stratèges sont des émanations de l'Ecclésia. Alors où est-ce que tout ça se passe ? Alors, comme vous pouvez le voir, ces différents bâtiments se retrouvent à différents endroits de la ville d'Athènes. Alors regardons-le avec cette image que nous reporterons ensuite sur notre fiche. Donc voilà l'organisation de la ville d'Athènes. Nous avons 3 questions, la question 6, 7, 8, que voilà. Alors regardez bien, regardez la carte, regardez les questions, regardez le petit texte qui est avec et essayez de voir comment s'organise la ville d'Athènes avec notamment 4 lieux d'Athènes à récupérer et notamment des noms à retrouver. C'est bon ? Alors regardons maintenant comment s'organise notre fameuse ville d'Athènes. La première chose, on l'a vu, à Athènes, vous avez des murs qui sont chargés de défendre la cité. Donc ceux-là, vous les retrouvez dans toute cette zone athénienne. Donc des murs. La cité va se défendre grâce à tout ce système de murailles. Avec la souris, je dessine très mal. Grosso modo, puis là vous avez les murs qui continuent pour aller jusqu'au port du Pirée. Voilà, en gros. On a 4 lieux principaux à Athènes que nous allons maintenant indiquer. En regardant notre texte. En arrivant de la ville d'Éleusis par la voie sacrée, ici, on traverse le quartier artisanal du Céramique, célèbre pour ses poteries. Donc, premier lieu, le fameux quartier athénien du Céramique, la poterie céramique. Tout à fait. Puis on arrive sur l'agora où siègent les magistrats qui administrent la cité. Ah, nous savons déjà maintenant où se trouvent les magistrats. Ils sont à l'agora. Au loin, on peut voir la colline de l'Acropole où se trouvent les temples en l'honneur d'Athéna. Là voilà, avec son fameux Parthénon. Je fais une faute de frappe. On va le réécrire. Colline donc de l'Acropole. Ce n'est pas la seule colline d'Athènes, puisque vous l'avez vu ensuite dans le texte. On y retrouve aussi la colline de la Pnyx, où se réunissent les citoyens lorsqu'ils votent les lois. Donc voilà les 4 lieux principaux d'Athènes, le quartier des potiers, le quartier du Céramique, qui est le centre économique d'Athènes. L'agora est à la fois, vous allez voir, économique et politique. C'est l'endroit où vous allez retrouver les marchés, mais c'est aussi l'endroit où vous allez retrouver les magistrats. L'acropole est le lieu principal dans des termes religieux. C'est là où vous retrouvez les temples, dont le plus important, le Parthénon, et la colline de la Pnyx, lieu extrêmement important au niveau politique, vu que c'est là que se retrouvent les citoyens lorsqu'ils participent à l'Ecclésia. Vous avez donc 3 centres à Athènes, comme indiqué sur la carte. Vous avez le centre artisanal, qui est le quartier du Céramique. Vous avez le centre politique à la Pnyx et à l'Agora. Et vous avez le centre religieux dans l'Acropole. Donc
Donc centre religieux, centre politique, centre artisanal. Une ville donc qui a les trois fonctions et qui représente bien une cité-État. Dans cette cité-État, vous avez ce triple pouvoir, le pouvoir économique, donc artisanal, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire sur notre fiche de ceci ? Alors nous voilà dans notre zone, justement, triple, où nous avions indiqué ici, et on va les remettre, l'ensemble, voilà, de nos magistrats, nos stratèges, etc. Donc, vous avez bien 3 lieux que l'on peut reporter sur votre fiche, sur la carte qui est en bas de la fiche. Première chose, à l'Agora, vous retrouvez l'ensemble des magistrats. Alors vérifions. Nous avons là le tribunal avec l'ailier. Nous avons un bâtiment directement appelé bâtiment des magistrats. Nous avons le siège du conseil, donc le siège de la Boulée qui est là. L'autel des 12 dieux, il y a quand même toujours des divinités qui sont présentes. Rappelez-vous que les Grecs pensent que les dieux participent justement à leur vie quotidienne par une intercession. Et des boutiques, donc un lieu à la fois économique et politique. Donc l'Agora. Le lieu de réunion des citoyens, donc de l'Ecclésia, est bien la Pnyx, colline de la Pnyx, ici avec son demi-cercle, vous allez voir, qui est chargé justement de permettre à chacun de voir l'orateur. Et l'Acropole, colline religieuse où se retrouvent les temples, dont le Parthénon. Donc voilà les lieux principaux d'Athènes à retenir dans le cadre de la démocratie athénienne et de l'organisation de cette ville. Alors maintenant que nous avons vu ça, notre fiche est donc maintenant terminée. Hein. Vous devriez arriver à ce principe-là. Vous aurez ici le terme de l'Ecclésia, les termes que nous avons auparavant soulignés ou surlignés en texte. Nous avons rempli notre petit schéma de fonctionnement de la démocratie athénienne, ainsi que l'endroit où se retrouvent ces différentes instances dans la ville d'Athènes. Ça correspond à ceci. Sauf que maintenant, on va continuer en essayant de voir comment ça se passe à l'Ecclésia. Parce que maintenant, on sait ce qu'on y fait, mais on ne sait pas comment on organise les débats. Première chose, voilà une vue de l'Agora et de la Pnyx. Donc dans l'Agora, dans la Pnyx et dans l'Acropole que nous voyons au fond à gauche de notre image, on peut voir l'organisation de la cité d'Athènes. L'Agora est un grand marché où vous retrouvez là des boutiques. Il y a des portiques avec des boutiques qui sont protégées, des éléments. Vous avez des temples tout autour, toujours ce mélange religieux et politique. Le Bouleuterion, le siège de la Boulée. Le Stratégeion, le siège des stratèges. Et le tribunal de l'ailier. Donc ces principaux endroits où vous avez des commissions spécialisées qui sont des émanations de l'Ecclésia se retrouvent autour de l'Agora. Un atelier monétaire, les Grecs athéniens frappent leur propre monnaie. Rappelez-vous que c'est un pays avec tous les droits d'un pays, donc celui de battre monnaie également. Et le lieu de réunion de l'Ecclésia, lui, vu qu'ils sont 40 000 à s'y réunir, est un peu mis de côté sur une colline avec un espace dédié, la colline de la Pnyx. L'Acropole, quant à elle, sert un but religieux. Alors maintenant, on va directement aller voir comment ça se passe à la Pnyx. Mettons-nous en route pour la Pnyx pour voir le déroulement d'un débat à l'Ecclésia. La première chose, à quoi ça ressemble un débat ? Ça ressemble à ça. Voilà une reconstitution d'une séance à l'Ecclésia. On voit toujours dans le fond l'Acropole. Rappelez-vous qu'on est dans une cité de plusieurs kilomètres carrés, mais on voit les éléments très rapprochés. C'est un pays à l'échelle d'une ville. Alors, regardez bien l'organisation de ce débat. Déjà, les citoyens ont l'air nombreux. Vous ne verrez évidemment que des hommes. Seuls les citoyens hommes sont admis. Vous avez un orateur ici qui parle. C'est le E ici. Il est situé un petit peu en hauteur pour que l'ensemble des citoyens de l'Agora, de l'Ecclésia, le voient. Vous avez un autel religieux derrière. On dédiait toujours à Zeus, notamment le dieu des dieux grec, les débats. Vous avez une horloge à eau, dite clepsydre, pour limiter le temps pendant lequel l'orateur a le droit de parler. On en verra une reconstitution ensuite. Donc en fait, on fait couler de l'eau de ce récipient à l'autre, et quand le récipient du dessus est vide et celui donc du dessous plein,
Le temps de parole de l'orateur est limité. Un autre orateur prend la place. Comme ça, tout le monde parle pendant la même durée. Aujourd'hui, avant les élections présidentielles, par exemple, on va limiter également le temps de parole des candidats en fonction de leur parti grâce à des règles un peu similaires. Et puis vous avez des gardiens de l'ordre, hein, parce que les esprits s'échauffent à l'Ecclésia, puisque chacun va avoir des idées différentes. On essaie de gérer là les problèmes de la cité. Les gens ne seront pas d'accord. Et il peut y avoir des débats extrêmement houleux. Alors regardons comment s'organisent donc les débats. Déjà, mettons-nous en route pour la PNIX avec les différents citoyens. Voilà. Donc texte de gauche, mettons-nous en route sur la PNIX. Donc regardez bien ce texte et dites-moi comment s'organise et dans quelle ambiance s'organise un débat. Alors vous avez vu, hein, c'est assez particulier. Donc dans le texte de gauche, on nous dit plusieurs choses. Déjà qu'il y avait à peu près 42 000 citoyens. Alors les chiffres vont dépendre des années, les chiffres vont dépendre aussi du... On va prendre peut-être le carré, voilà. Dépendront aussi de l'historien, que vous allez voir, hein, ils ne sont pas tous d'accord sur le nombre de citoyens à Athènes. Alors on nous dit que la PNIX ne pouvait pas contenir 42 000 personnes et pourtant elle suffisait largement. Ça veut dire que beaucoup de citoyens ne participaient pas au débat. Imaginez par exemple être citoyen et travailler dans le domaine de l'artisanat ne pouvait pas vous permettre tous les jours d'aller à l'Ecclésia pour causer. Donc à partir de là, vous n'y allez pas tous. Mais quand les affaires de l'ordre du jour elles valaient la peine, n'importe qui vient. Par exemple, les paysans vont venir. Ils passent leurs habits les plus beaux, leurs tuniques, leurs chitons le plus beau, leurs chaussures de laconiennes, des chaussures, en fait, des sandales faites de lanières de cuir croisées. Donc ils s'habillent du mieux qu'ils peuvent et ils viennent. Ils viennent d'ailleurs avec de quoi boire et avec de quoi manger. Pourquoi ? Parce que ça dure longtemps. On va débattre, on va parler. D'ailleurs, maintenant, Dicéopolis, citoyen athénien, cité par Aristophane, va nous l'expliquer dans le texte 3 qui est à côté. Donc regardez bien et dites-moi maintenant comment se passe le débat à l'Agora et sur l'Ecclésia. Alors vous avez vu, ça se passe d'une manière assez particulière, hein, puisque on va même avoir des gens qui vont injurier les orateurs. Je suis prêt à crier, injurier les orateurs s'il en est qu'ils parlent d'autre chose que la paix. Bref, quand vous avez des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, ça peut être très houleux. Et vous avez le droit de vous exprimer. C'est ça le principe de la démocratie. Donc à Athènes, quand vous êtes citoyen, alors malheureusement pas les non-citoyens, ce n'est pas encore parfait, pas les femmes, pas les enfants de citoyens, mais vous allez avoir des gens qui s'expriment et les débats sont parfois très très houleux à la PNIX. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corde teinte en rouge ? C'est que voilà, les retardataires peuvent être punis d'une amende et il y a des magistrats qu'on appelle les pritanes qui sont là pour charger de présider l'Ecclésia, de convoquer à l'Ecclésia. Dernier point, regardons maintenant exactement un exemple de débat. Donc, la séance à l'Ecclésia a lieu en 431 avant Jésus-Christ, année au début d'une guerre qu'on va étudier. Là, l'orateur, c'est notre fameux stratège Périclès, qui indique que l'armée de Sparte ravage la cité d'Athènes, il demande la paix, et regardez, le citoyen de son banc n'est pas d'accord. Sparte doit être détruite, continuons la guerre. Et un autre magistrat va prendre la parole et on passera au vote. Donc il n'y a pas une personne qui décide. Pour la première fois dans l'histoire notamment de l'organisation sociale des êtres humains, vous allez avoir des décisions qui se prendront à la majorité. Alors, comment se font les votes ? Regardez bien le texte et dites-moi comment se déroulent les votes à l'Ecclésia. Vous l'avez vu, ils se font à main levée. Donc à main levée, on va déterminer les votes. Quand ça ne suffit pas, il existe d'autres méthodes. Quand les résultats sont trop tendus, qu'on n'arrive pas à voir qui gagne, qu'on n'arrive pas à voir les choses, ou bien qu'il s'agit de faire une procédure qu'on appelle l'ostracisme, regardons maintenant comment s'organisent les votes. C'est ici. Donc il y a des outils utilisés pour voter et on les a retrouvés. Il y a des objets à la démocratie dont on a retrouvé les preuves archéologiques.
Alors voilà 4 types d'outils que nous avons retrouvés. Première chose, nous avons retrouvé à droite certaines des clepsydres, ces horloges à eau qui sont chargées de conditionner le temps de parole, de répartir équitablement le temps de parole à l'ecclésia et au tribunal. Donc vous voyez bien le principe, hein. L'outre supérieur déverse son eau sur l'outre inférieur. Lorsque l'outre supérieur est vide et donc l'outre inférieure est pleine, forcément vous avez un autre orateur qui va parler. Le tribunal de l'ailier, quand il vote avec un système de jetons. La tige creuse, c'est condamnation. La tige pleine, c'est acquittement lors d'un vote. Alors pourquoi ce système de jetons ? Parce qu'on pouvait le garder dans la main, donc on ne voyait pas. Les personnes ne peuvent savoir ce que vous avez voté. C'est la même chose pour les jetons de tirage au sort. Là, vous avez des jetons avec 3 dents et des jetons avec 2 dents. Quand vous le tenez en main, on ne peut pas savoir ce que vous votez. Donc des jetons de céramique. Et les tessons d'ostracisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? L'ostracisme, c'est une procédure qui dit que lorsque quelqu'un a mal fait son travail, notamment de stratège, s'est moqué du peuple, ou a choisi de faire passer ses intérêts personnels avant l'intérêt de l'ensemble de la population citoyenne d'Athènes, il sera chassé de la cité. On appelle cette procédure l'ostracisme. Ici, c'est Thémistoclès, qui est marqué sur ce jeton. On pouvait donc marquer sur le jeton le nom de celui que l'on voulait chasser lors de cette procédure. Et là aussi, ce sont les citoyens à la majorité qui en décident à l'Ecclésia. Donc vous voyez, le système démocratique met le sort de la cité entre les mains de ses citoyens. Donc en plus de savoir toute l'organisation des différents groupes qui émanent de l'Ecclésia ainsi que leur emplacement dans la cité, on sait maintenant que pour protéger la démocratie et éviter qu'un homme puisse devenir un tyran, l'Ecclésia peut voter l'ostracisme. Donc c'est l'exil d'un citoyen hors de la cité. La période, c'est 10 ans. Et il y a un deuxième problème, c'est que les pauvres, comme on l'a dit, ont du mal à participer à l'Ecclésia, vu qu'ils doivent être à leurs travaux. Même si ce n'est pas les plus pauvres de la cité. Les plus pauvres, ce sont évidemment les esclaves qui n'ont le droit de rien posséder et qui travaillent à la place des citoyens dans tous les travaux les plus durs. Mais quand vous avez des citoyens qui sont des propriétaires terriens et qui eux-mêmes sont paysans, ils ne peuvent pas tout le temps venir. Alors Périclès crée une indemnité, le mistos, qui va rembourser les citoyens quand ils participent aux réunions de l'Ecclésia pour éviter qu'ils perdent trop d'argent et leur permettre de participer. Donc si on fait le compte, vous voyez que vous avez un système totalement différent des systèmes égyptiens qu'on a vus auparavant, des systèmes babyloniens, assyriens. Vous avez un système démocratique fondé sur ceci. L'organisation de la cité par des regroupements de citoyens, une assemblée générale, l'Ecclésia qui va voter les lois et la guerre, 2 groupes de personnes tirées au sort, les juges du tribunal de l'ailier, les préparateurs des lois de l'organisation et du conseil de la boulée, et un regroupement de 10 personnes, 10 stratèges, des magistrats chargés d'organiser les affaires courantes ainsi que les décisions militaires, parce que vous ne pouvez pas être 40 000 lors d'une bataille. Déjà, il faut qu'il y ait des soldats, et puis en plus, il faut que les décisions se prennent vite. Donc vous retrouvez les bases de l'organisation de nos démocraties actuelles avec leurs présidents, avec leurs sénateurs, leurs députés. Vous retrouvez des citoyens qui vont élire une grande assemblée, d'où d'autres assemblées vont émaner. La différence, c'est que tout le monde n'est pas citoyen, donc que vous allez avoir une différenciation dans la vie des différentes personnes qui sont intégrés dans la cité d'Athènes. Certaines ont les droits politiques, d'autres ne l'ont pas. Vous avez donc une situation d'inégalité qui existe encore. Une quarantaine de milliers de citoyens ont plus de pouvoir que tous les autres, beaucoup plus nombreux, qui vivent à Athènes. Le système n'est donc pas parfait, il est juste meilleur que les systèmes précédents et que les systèmes d'ailleurs qui existent autour à l'époque. Alors qu'est-ce qui s'y passe à Athènes pendant ce temps-là ? Pendant l'époque de cet justement ostracisme, pendant l'époque, comme vous le voyez là, avec ici l'ostracone de Périclès. Alors même Périclès, il a été ostracisé, puisqu'on disait qu'il utilise l'argent des cités d'Athènes pour construire les monuments de l'Acropole plutôt que pour défendre l'Acropole lors des guerres qu'on va maintenant étudier. Donc lui aussi va subir cette procédure. Périclès, vous le voyez marqué ici, en grec ancien. Alors, pour protéger Athènes, les citoyens vont avoir des droits et des devoirs.
le devoir civique, le devoir de participer à la vie politique de la cité en étant dans l'ecclésia, en votant les lois, qui est à la fois un droit et un devoir, mais également le devoir de se battre pour la cité lors de différentes guerres. Vous allez avoir deux séries de guerres principales pendant le 5e siècle, les guerres médiques, du nom des Mèdes. Les Mèdes, c'est les Perses, qui sont à l'est du monde grec, et les guerres du Péloponnèse, du nom de la région située autour d'Athènes, qui sont des guerres entre deux villes grecques, Sparte et Athènes. Et on va voir maintenant qu'il y a des batailles lors de ces guerres, dont les deux plus connues sont Marathon et Salamine. Alors, première chose, voilà comment s'organise, avec l'image qui est à droite, une partie des guerres médiques. Donc vous avez bien, autour de ce monde grec qui n'est pas uni par sa politique, mais par sa culture. Rappelez-vous, on a dit que chaque ville avait son organisation différente et était une cité-État, mais que culturellement parlant, le monde grec était uni par la même religion, les mêmes idées, les mêmes coutumes, etc. Autour de ce monde grec, à la fois uni et désuni, vous avez un empire perse, lui qui est très très uni. Pourquoi il est très très uni ? Parce qu'il a eu un fonctionnement dictatorial. Cet empire perse, qui a des spécificités, il veut récupérer plus de pouvoir. Donc, vous allez avoir un roi perse, Xerxès, qui va mettre en place, à peu près en 480 avant Jésus-Christ, d'abord la récupération des villes grecques d'Asie mineure, dont la ville de Milet ici, et après, qui va occasionner des batailles en Grèce même, notamment avec ce trajet. Vous voyez que les troupes perses vont remonter ici, à côté de la mer d'Égée, donc tout ça c'est la mer Méditerranée évidemment, et vont redescendre jusqu'à arriver directement à Athènes. Il y a plusieurs batailles, des batailles militaires maritimes qui ont lieu, comme celle du Cap Artémision, puisque Xerxès, le Perse, a aussi des bateaux. Et vous avez des batailles sur terre, comme la bataille des Thermopyles, une bataille qui est une défaite grecque, malgré la résistance spartiate héroïque, et la bataille de Salamine, qui est une bataille, elle, qui va, vous allez voir, être une bataille très intéressante. Alors regardons exactement comment se passent ces batailles. Première chose, pour avoir de la guerre, il faut des soldats. Alors comment s'organise l'armée grecque ? Elle s'organise par des citoyens notamment qui vont se battre lors d'un service militaire avant de devenir des citoyens ayant des droits civiques à proprement parler. Ces citoyens sont appelés des hoplites. Un hoplite est un soldat grec qui combat à pied et qui est lourdement armé. Voilà à quoi ressemble un hoplite. Pourquoi est-il dit lourdement armé ? Car il a un bouclier, un casque, une cuirasse en bronze et une lance. Également une épée à double tranchant. Donc voilà un hoplite athénien. Donc ces soldats lourdement armés, alors là vous avez pu le voir qu'on n'utilise pas encore comme métal le fer ou l'acier, mais le bronze, qui est un peu moins solide, vont composer l'essentiel des troupes. Il faut que vous achetiez vous-même, quand vous êtes citoyen, votre matériel, donc les citoyens pauvres ne peuvent pas être hoplites. Ils seront à la place rameurs dans les trières. Une trière est un bateau qui est une galère, c'est-à-dire un bateau qui avance avec une petite voile, mais surtout des rames. Alors pourquoi la voile ne suffit pas ? Parce que lors d'un combat de navire, vous allez devoir bouger très très vite et vous déplacer rapidement grâce à ces fameux rameurs auxquels on va dire de bouger en ne mettant par exemple qu'un côté de rame pour faire déplacer d'un côté ou l'autre côté pour faire déplacer de l'autre côté. On peut d'ailleurs éperonner, regardez, les bateaux adverses avec des éperons, et des hoplites sont aussi sur les trières. Donc on va baisser le mât avant l'attaque. Sur 3 rangs superposés, 170 rameurs vont faire avancer la trière pendant que 2 rames servent de gouvernail et vont donc déplacer le bateau. Et on va éperonner puis faire passer les hoplites de bateau lors de l'arraison de l'autre bateau, de telle sorte que vous ayez des batailles maritimes également qui se fassent. Donc les galères athéniennes, appelées trières à cause des 3 rangées de rameurs. Donc,
Athènes va prendre la tête du monde grec, ces hoplites vont être vainqueurs des Perses en 490 avant Jésus-Christ lors de la bataille de Marathon. Alors regardons comment se déroule cette bataille de la baie de Marathon, près de la cité qui est cité du même nom. Vous avez le camp perse qui est là, le camp grec, et vous voyez que les Grecs vont obliger les Perses à fuir en bateau. Alors regardez bien le texte de gauche, le voilà, et indiquez-moi comment se déroule la bataille de Marathon. Texte 2, un récit de la bataille, celui de gauche, Marathon. Alors vous avez vu, première chose, on parle bien des barbares. Les barbares, rappelez-vous, ceux qui ne parlent pas grec, à ce moment-là, ce sont les Perses. Donc les Athéniens et les autres Grecs chargent les barbares en courant. On utilise un stratagème qui fait encercler nos fameux barbares, nos Perses. Et c'est une victoire grecque puisque les Athéniens les poursuivent et les taillent en pièces jusque sur le rivage. Les Perses s'enfuient en bateau. Donc première bataille, bien que moins nombreux, la force des hoplites grecs va amener nos fameux Grecs à gagner à Marathon contre les troupes des Perses de Xerxès. Sauf que, 10 ans plus tard, les Perses vont à nouveau devoir subir une défaite. Ils continuent leur guerre contre les Grecs. Cette fois-ci, une défaite maritime à Salamine, grâce aux fameuses trières, les navires de guerre à 3 rangs de rameurs. Donc nous sommes maintenant en 480 avant Jésus-Christ. Vous voyez bien ici les trières grecques contre les navires perses. Et les Grecs attendent, et c'est fait exprès, les Perses dans le détroit de Salamine, près d'Athènes. Ici, vous avez le Pirée. Athènes est à 10 km de là. Regardez bien maintenant le texte de droite. Regardez et dites-moi comment se passe la bataille de Salamine et en quoi c'est une victoire grecque. Vous avez vu, alors première chose, ça se passe mal. Au départ, cette bataille de Salamine se passe après l'incendie de l'acropole à Athènes. Donc Athènes est incendiée. Elle est vraiment lourdement touchée par les Perses. Et vous allez avoir maintenant l'abordage par les Grecs à Salamine. Les bateaux perses s'entassent dans une passe étroite, le détroit de Salamine, et comme les galères grecques, comme on l'a vu, se manœuvrent très facilement grâce à leur système de rameurs superposés, etc., les Perses vont se faire arraisonner, les Perses vont se faire emboutir, les hoplites qui sont sur les galères perses, sur les trières, vont terminer le travail, et c'est la fuite. C'est la fuite des Perses. Contrairement à ce qui pouvait être cru au départ, les Perses perdent les guerres médiques, même si les Grecs sont en sous-nombre. Donc première série de guerres qui ont lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ, les guerres médiques. Athènes n'est pas seule pour le faire. Il y a une ligue, c'est-à-dire une organisation, une alliance de cités grecques sous domination d'Athènes qui se forme, la Ligue de Délos. Donc la Ligue de Délos est chargée, et cette organisation de villes grecques qui est chargée de combattre lors des guerres médiques contre nos fameux Perses, les Mèdes, les Perses, du roi Xerxès. Mais ces Grecs, une fois qu'ils n'ont plus un adversaire commun, vont à nouveau se battre entre eux. Et comme vous l'avez vu, il y a une guerre entre Sparte, qui se rebelle, autre ville de Grèce qui n'est pas sous fonctionnement, elle, démocratique, et Athènes. Cette guerre s'appelle la guerre du Péloponnèse et elle est perdue par Athènes. Là, vous avez vraiment une double preuve. Les guerres médiques nous prouvent que l'organisation politique grecque peut se retrouver, notamment quand elle a un ennemi commun, en nous prouvant que les Grecs sont unis. Les Grecs arrivent à s'unir. Ils arrivent à s'unir autour d'ennemis communs parce qu'ils ont une culture commune. Par contre, quand ils se retrouvent sans ennemis communs, nos Grecs arrivent aussi à se déchirer entre eux parce qu'ils ont une organisation politique disparate, cité par cité. Là, vous avez vraiment le reflet de ce qu'est ce monde grec, qui est un monde à la fois de diversité politique et d'unité culturelle. Donc voilà pour notre organisation de la cité d'Athènes. Dernière chose, à Athènes, vous avez également, c'est le dernier point, le point D, un centre intellectuel et artistique. Je vais passer très très vite dessus. Puisque
et je vous mets les documents aussi dans le Google Drive pour que vous puissiez les voir. Vous allez retrouver plein d'artistes à Athènes. Vous retrouvez dans le domaine de la sculpture Phidias. Donc Phidias, le sculpteur, va mettre en place les canons de ce qu'on appelle la sculpture grecque classique. Vous allez avoir l'invention du théâtre à Athènes. Le premier théâtre se met en place. Je vous ai mis un extrait d'une tragédie. Donc c'est une pièce qui est tragique, elle n'est pas drôle, au contraire, elle est destinée à donner une leçon de vie par une histoire qui est très souvent une histoire qui se finit mal. Et vous avez ici une explication exacte de la manière dont se passe le théâtre à Athènes. Troisième chose, vous allez avoir des sciences justement qui sont mises en place. Les deux principales sciences littéraires cette fois-ci qui sont mises en place également sont la philosophie et l'histoire qui sont aux confluences justement de tout ce qui est littéraire et de la démarche scientifique. Donc vous allez avoir des philosophes comme Socrate et Platon et des historiens comme Thucydide qui s'interrogent sur le monde. Alors ça, on va le voir un peu plus en détail. Je vous laisserai lire justement dans les documents à la fois l'organisation de la sculpture et l'organisation du théâtre avec la fiche que je vous ai préparée. Maintenant, on s'intéresse à l'histoire d'après notre fameux Thucydide. Donc, ce texte-ci, je vais essayer de vous le mettre en un peu plus grand au-dessus. Voilà. Hop. Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. Alors, notre fameux Thucydide, est-ce que j'arriverai à la voir en un peu mieux? Pas forcément. Comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc notre fameux Thucydide, avec l'histoire qu'il met en place, va inventer la matière en réalité que nous sommes en train d'étudier. Donc on va se poser deux questions. Il y a un passage souligné qu'on va essayer d'expliquer et comment, question 1, fait Thucydide pour rapporter les événements exacts. Pour la première fois, il va avoir le souci de l'exactitude de ce qu'il dit. Lisez bien le texte, on en reparle donc juste après. Alors vous avez vu comment il fait pour rapporter des événements qui soient les plus exacts possibles. Lui, il s'intéresse à la fameuse guerre du Péloponnèse. Il ne se contente pas des renseignements donnés par le premier venu, ni de ses opinions personnelles. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie des informations. C'est donc une démarche déjà scientifique de vérification. Donc Thucydide ne se contente pas des on-dit, il va vérifier les dires qu'on lui raconte pour trouver des preuves. C'est donc le début de la démarche de l'historien. L'historien ne cherche pas à avoir des on-dit, il ne cherche pas à avoir des si, il ne cherche pas à avoir des choses qui ne soient pas sûres. Il ne peut raconter que des choses qu'il sait, pas des croyances. Donc à partir de là, le passage souligné, expliquons-le, pour chaque événement, les témoignages sont différents selon les sympathies et la mémoire de chacun. C'est ça qui pose problème à Thucydide et aux historiens toujours aujourd'hui. Chacun a sa propre vision des choses parce que son opinion se mêle à l'histoire. Vous parlez à un Spartiate lors de la guerre du Péloponnèse, il va être content d'avoir gagné et dire que les Athéniens ont bien fait d'avoir perdu. Vous parlez à un Athénien après la guerre du Péloponnèse, il va être très mécontent que les Spartiates aient gagné et va trouver cette victoire injuste. Donc, pour comprendre l'histoire du passé et en tirer des enseignements, l'historien va essayer d'être objectif et pas subjectif. Il ne va pas s'intéresser aux opinions, il va s'intéresser aux faits. Donc voilà, c'est la naissance d'ailleurs de cette démarche historique. Nous, ça nous sert bien parce que grâce aux écrits de Thucydide et d'autres historiens de l'époque, on va pouvoir avoir une vue assez claire de l'organisation athénienne qui nous a donc intéressés aujourd'hui. Donc vous avez pu le voir, beaucoup de choses qui sont inventées justement à Athènes dans ce 5e siècle avant Jésus-Christ. On y met en place un centre intellectuel et artistique, mais on a même l'invention du théâtre en l'honneur du dieu Dionysos, comme vous pourrez le voir avec ceci. On y met en place des arts, vraiment mis en avant. On le voit ici par le Parthénon, sa fameuse frise, les temples grecs, etc., etc. Et puis, on y a une organisation politique nouvelle, notre fameuse démocratie athénienne de l'époque classique, l'époque de notre fameux Périclès.
Eh bien voilà pour aujourd'hui. Vous avez pu voir aujourd'hui que, et c'est ce qui va clore d'ailleurs notre étude du monde grec classique, nous avons la mise en place de nouveautés dans ce monde grec, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Les Grecs, c'est à la fois un peuple uni par une culture commune, mais ces Grecs anciens sont différenciés physiquement sur le territoire en fonction de l'organisation politique des lieux où ils vivent. Ces Grecs sont organisés en cités-États qui n'ont pas toutes la même structure. Cette organisation principale de la cité-État d'Athènes à l'époque du 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie, vous la connaissez maintenant. C'est la première fois dans l'histoire humaine que cette démocratie amène une majorité de la population, puisqu'à l'époque, en termes de nombre pur, ce ne sont pas les plus nombreux, je mets encore des guillemets, mais une organisation majoritaire de la population, qu'est-ce que c'est ? C'est que les citoyens, s'ils sont 50% plus 1, prennent des décisions en votant. Ces décisions passent à l'Ecclésia. Les affaires courantes sont gérées par les stratèges. Elles sont préparées, ces décisions, par les bouleutes de la boulée. Elles sont ensuite jugées par le tribunal de l'Ailier. Mais au centre, vous avez le pouvoir du citoyen. Et nous, aujourd'hui, si nous vivons dans un pays qui se veut démocratique, c'est grâce à justement ces Athéniens qui ont inventé une nouvelle manière de fonctionner qui se détache du fonctionnement dictatorial des régimes plus anciens pour avancer doucement vers un régime qui n'est pas le meilleur qu'on ait trouvé, mais tout simplement le moins pire, c'est-à-dire celui qui permette d'inclure dans le fonctionnement décisionnel des différentes instances le plus de monde possible. Donc à l'époque, nos citoyens sont encore en minorité dans l'ensemble de la population de la cité athénienne, mais cette situation va au fur et à mesure évoluer jusqu'à donner nos démocraties représentatives actuelles. Certains points ont été mis de côté, comme par exemple les tirages au sort dans les différentes institutions, mais on retrouve grosso modo le même fonctionnement finalement que la démocratie athénienne de l'époque. Les citoyens délèguent des droits à des personnes pour décider dans le fonctionnement journalier des institutions à leur place, mais quand il y a des choix à faire, on peut leur demander leur avis directement par la procédure actuelle du référendum, un vote du peuple par oui ou non, mais on délègue justement à des personnes le droit de décider. Ces personnes, par exemple, vont être aujourd'hui nos députés et nos sénateurs ou nos autres instances politiques élues. Tout ceci nous permet de remonter en tant que début de ces systèmes démocratiques à la démocratie athénienne du 5e siècle que nous avons aujourd'hui étudiée. Et bien voilà, notre étude de la Grèce classique est maintenant terminée. Et cette étude de la Grèce classique qui va nous permettre aussi d'avancer vers des régimes moins démocratiques, mais qui vont amener beaucoup de puissance à la Grèce aussi, comme le régime d'Alexandre le Grand que nous allons étudier, va nous permettre aussi de transitionner avec un régime qui va beaucoup récupérer de cette situation grecque, tout en transformant les choses, le régime romain, de l'Empire romain, qui fait suite à la République romaine, que nous allons étudier dans un de nos prochains chapitres. Mais pour aujourd'hui, car il est largement temps de le faire, vous avez beaucoup de choses à voir. Vous avez beaucoup de choses à voir, notamment aussi dans les documents qui sont dans le Google Drive. Je vous mettrai aussi très bientôt un petit QCM sur cette étude de la Grèce pour que vous puissiez évaluer vos connaissances et je vous l'enverrai par mail via mon bureau numérique. En attendant tout ceci, comme d'habitude, je vous souhaite la meilleure journée possible et je vous souhaite de vous porter bien.